Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire aussi terrifiante qu'incompréhensible. Une affaire qui glace le sang, secoue les consciences et révèle, dans toute son horreur, les conséquences du silence face à la violence. Une affaire qui commence comme tant d'autres par une demande d'aide ignorée et se termine dans un cauchemar. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et lorsqu'elle est servie, elle s'abat sans prévenir, tranchante, implacable. Car ce n'est pas seulement une réaction impulsive, c'est un acte méthodique, mûri dans l'ombre, dont le seul objectif est de faire souffrir. Mais que se passe-t-il lorsque cette vengeance n'est motivée ni par la justice ni par la douleur, mais uniquement par l'orgueil blessé d'un homme possessif? Un homme incapable d'accepter qu'il ne contrôle plus celle qu'il traitait comme un objet, comme une proie à dominer. Dans certaines régions d'Amérique latine, les violences faites aux femmes, nourries par un machisme ancré profondément dans la culture, sont encore aujourd'hui une réalité tragique. Pourtant, même dans ce contexte, le drame de Magdalena Aguilar Romero a choqué bien au-delà des frontières mexicaines. Cette affaire a provoqué un électrochoc, tant au niveau national qu'international, révélant à quel point les mécanismes de protection peuvent parfois être insuffisants, voire inexistants. Magdalena, surnommée affectueusement Magda par ses proches, était une jeune femme rayonnante, pleine de projets et d'ambition. Elle avait tout pour réussir, tout pour être heureuse. Mais elle portait en elle un lourd fardeau, celui d'avoir été mariée à un homme violent, manipulateur, dangereux. À plusieurs reprises, elle avait tiré la sonnette d'alarme. Elle avait imploré les autorités de lui venir en aide, dénonçant les comportements abusifs de son ex-mari. Malheureusement, ces appels sont restés lettre morte. Son courage n'a pas suffi à la sauver, et l'indifférence de ceux qui auraient dû la protéger l'a conduite tout droit à l'horreur. Magdalena Aguilar Romero, qui prendra plus tard le nom de Magdalena Archinga après son mariage, voit le jour le 18 novembre 1990 à Taxco de Alarcón, une ville minière nichée dans les montagnes de l'État de Guerrero, au sud-ouest du Mexique. Elle est la benjamine d'une fratrie de 3 enfants, et la seule fille de Maria de Los Angeles Romero et Diego Aguilar. Son père travaille dans l'une des nombreuses mines d'argent de la région. C'est un travail exténuant, dangereux, qui met chaque jour sa santé en péril. Mais ce travail est aussi leur bouée de sauvetage financière. Grâce à ce revenu régulier, la famille peut vivre correctement, sans excès, mais sans manquer de rien. Maria, la mère de Magdalena, est femme au foyer. Elle consacre toute son énergie à ses enfants et à son foyer, veillant à ce que rien ne manque, à ce que chaque repas soit prêt, chaque devoir accompli, chaque chagrin consolé. Ensemble, Diego et Maria forment un foyer modeste, aimant, stable. Leur maison est spacieuse, chaleureuse. Les enfants fréquentent de bonnes écoles, participent à des activités sportives, à des cours de danse. Et vers le milieu des années 1990, la famille réalise un rêve, l'achat de leur première voiture, symbole tangible de leur dur labeur. Magda, en tant que plus jeune et unique fille, est la prunelle des yeux de ses parents. Elle est chérie, protégée, entourée d'un amour inconditionnel. Ses frères aînés veillent sur elle comme des gardiens silencieux. Dès son plus jeune âge, elle se démarque par sa vivacité d'esprit, sa gentillesse naturelle et sa facilité à tisser des liens. Elle excelle à l'école, s'investit pleinement dans le sport et la danse, et cultive un cercle d'amis fidèles. Ses enseignants la décrivent comme une élève brillante, disciplinée, curieuse, et surtout, déterminée. C'est au collège que Magdalena se découvre une passion pour les sciences, notamment la biologie et l'anatomie humaine. Fascinée par les mécanismes du corps, elle envisage un temps de devenir cardiologue. Mais au fil de ses études, son intérêt se déplace vers un domaine plus spécifique, la nutrition. Elle s'enthousiasme pour les bienfaits d'une alimentation saine, le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies, et rêve d'aider ceux dont la santé est mise à mal par une mauvaise hygiène de vie. Lorsqu'elle confie ses ambitions à sa famille, elle reçoit un soutien sans faille. Ses parents, fiers, l'encouragent à poursuivre ses études. Grâce à ses excellents résultats, Magdalena est admise dans l'une des meilleures universités pour y suivre un cursus en nutrition. Ses études la passionnent. Elle s'y consacre avec une ardeur impressionnante, ne laissant jamais le doute ou la fatigue ébranler sa détermination. Elle veut devenir une référence, une experte capable d'apporter des solutions concrètes à ceux qui souffrent en silence. Plutôt que de vivre sur le campus, Magdalena choisit de rester auprès de sa famille. Chaque jour, elle effectue un long trajet en bus, près d'1 heure à l'aller, autant au retour pour assister à ses cours. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à s'investir dans ses activités sportives et dans la danse, qu'elle pratique avec passion. Son emploi du temps est chargé, mais elle ne s'en plaint jamais. Elle avance avec force et conviction, portée par ses rêves, sans se douter que l'ombre du passé la suit à la trace, prête à ressurgir. Magdalena était une étudiante brillante, disciplinée, concentrée sur ses études, avec une ambition sans faille. Tellement investie dans son parcours universitaire qu'elle laissait peu de place à une vie sentimentale. Les priorités étaient claires,
réussir, obtenir son diplôme, et bâtir une carrière solide. Mais tout bascula en 2011. Cette année-là, alors qu'elle venait tout juste de fêter ses 20 ans, Magdalena fit la connaissance d'un homme qui allait bouleverser à jamais le cours de sa vie, César Gómez Archinga, un homme de 35 ans, originaire lui aussi de Taxco de Alarcón. César était bien connu dans le quartier. Entrepreneur prospère, il tenait un bar qui attirait quotidiennement les habitants de la ville. On venait y boire une bière réputée comme la meilleure de la région, échanger les potins du jour, se détendre après une longue journée de travail. Le lieu avait un charme particulier, chaleureux, presque familial, et son propriétaire rayonnait de charisme. César était un homme cultivé, à l'élocution soignée, qui semblait envoûter son entourage par ses manières raffinées. Lorsqu'il posa son regard sur Magdalena, il ne cacha pas son intérêt. Il la courtisa avec une persévérance troublante, poèmes écrits à la main, bouquets livrés à l'improviste, petites attentions pleines de délicatesse. Au début, Magdalena resta distante. Elle n'était pas vraiment attirée par l'idée de fréquenter un homme aussi nettement plus âgé. Mais César savait parler au cœur. Son assurance, ses mots bien choisis, sa manière de la valoriser, peu à peu, la jeune femme se laissa convaincre. Elle se sentit flattée, vue, aimée. Et sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte, elle céda à son charme. Leur relation s'intensifia très rapidement. César apparaissait comme un homme stable, posé, protecteur. Un homme sur qui elle pensait pouvoir construire un avenir. Quelques mois à peine après le début de leur histoire, Magdalena découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la bouleversa. Elle n'était pas prête, n'avait rien planifié. Mais César, lui, sauta de joie. Il affirma aussitôt qu'il souhaitait l'épouser et fonder une famille à ses côtés. Pris dans l'élan de la promesse, Magdalena accepta. Leur union ne rencontra aucune opposition. Les parents de Magdalena, bien que surpris, ne firent pas barrage. Ceux de César, quant à eux, l'accueillirent avec bienveillance. Rien ne s'opposait au mariage. Et ainsi, quelques mois plus tard, en 2011, la cérémonie fut célébrée dans une petite chapelle locale. Discrète, simple, entourée uniquement de la famille proche et de quelques amis. Après le mariage, Magdalena emménagea dans la maison de César, située juste au-dessus du bar qu'il dirigeait. À ce moment-là, Magdalena était en 3e année d'université. Mais avec la grossesse, le mariage, et les responsabilités qui en découlaient, elle prit une décision lourde de conséquences, interrompre ses études pour se consacrer à sa famille. César l'Y encouragea vivement. Il était ravi de la voir à ses côtés, de pouvoir l'observer, la savoir chez lui. Grâce aux revenus réguliers du bar, Magdalena n'avait pas besoin de travailler. Elle pouvait se consacrer entièrement à sa vie de mère et d'épouse. Peu après, leur premier fils naquit. Et moins d'1 an plus tard, Magdalena découvrit qu'elle attendait un second enfant. L'été 2013 vit la naissance de leur 2e garçon. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Lentement mais sûrement, les fondations du couple commencèrent à se fissurer. Au début de l'année 2014, Magdalena prit une décision importante. Elle voulait reprendre ses études et terminer son diplôme. Elle sentait qu'il était temps de reprendre sa vie en main, de ne pas abandonner ses rêves. Mais César, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'opposa fermement à ce projet. Il insista pour qu'elle attende encore quelques années. Selon lui, les enfants étaient encore trop jeunes, ils avaient besoin de leur mère à plein temps. Il utilisa tous les arguments possibles pour la dissuader. Mais Magdalena ne voulait plus vivre dans l'ombre. Ses parents, voyant sa détermination, lui proposèrent de garder les enfants pendant qu'elle assistait aux cours. Ils l'encouragèrent, fiers de la voir reprendre le chemin de l'université. Soutenue, motivée, Magdalena réintégra rapidement la vie étudiante. Elle retrouvait enfin une part d'elle-même qu'elle avait dû mettre de côté. Mais cette résurgence d'indépendance fut insupportable pour César. Il se transforma. Il devint jaloux, colérique, instable. Il exigeait de savoir où elle se trouvait à chaque instant. Il multipliait les disputes, les reproches, parfois pour des motifs dérisoires. D'abord, Magdalena tenta de minimiser. Elle pensait qu'il s'agissait d'une phase passagère, que le stress et la fatigue expliquaient ses sautes d'humeur. Mais la vérité était bien plus sombre. En réalité, César avait toujours eu ce besoin maladif de contrôle. Durant les 3 ans et demi qu'avait duré leur mariage, il l'avait insidieusement éloignée de ses proches. Il avait utilisé des prétextes rassurants, prétendant vouloir la protéger, la préserver. Mais en vérité, il tissait autour d'elle une toile d'isolement. Le mariage rapide, la grossesse, puis les enfants à la chaîne avaient contribué à l'éloigner du monde extérieur. Maintenant qu'elle reprenait pied, qu'elle recommençait à sortir, à revoir ses amis, à rendre visite à ses parents, tout cela devenait une menace pour lui. Magdalena, elle, savourait cette bouffée d'air frais. Elle retrouvait d'anciennes connaissances, s'en faisait de nouvelles, recommençait à rire, à exister en dehors des murs étroits de sa maison.
Mais César, lui, voyait tout cela comme un danger, une trahison. Et ses réactions allaient devenir de plus en plus imprévisibles et terrifiantes. Peu à peu, l'emprise de César sur Magdalena devint totale. Il franchit un cap, basculant dans une surveillance constante, presque obsessionnelle. Chaque jour, il vérifiait son téléphone portable, fouillait ses messages, épluchait ses appels. Il scrutait ses réseaux sociaux, cherchait des signes, des preuves imaginaires d'une trahison qui n'existait pas. La jalousie s'était emparée de lui de manière pathologique. Il la soupçonnait sans raison, lançait des accusations infondées, exigeait des explications pour des faits qu'elle n'avait jamais commis. Puis vinrent les interdictions. Il lui interdit de se maquiller, de porter du parfum, de mettre des talons. Il voulait contrôler son apparence, l'effacer, la rendre invisible aux yeux du monde. Il allait même jusqu'à lui imposer les vêtements qu'elle devait porter, comme s'il la modelait selon ses propres critères de possession. Magdalena, dans un premier temps, tenta d'éviter les conflits. Elle céda, pensant calmer la tempête. Mais ces concessions ne firent qu'alimenter l'avidité de contrôle de son mari. Et puis, l'ultimatum. César lui ordonna de quitter définitivement l'université. Pour lui, il n'était plus question qu'elle poursuive ses études. Mais cette fois, Magdalena se rebella intérieurement. Elle ne pouvait pas abandonner son rêve, pas maintenant, alors qu'elle n'était qu'à un peu plus d'1 an du diplôme. Elle avait toujours voulu devenir nutritionniste diplômée. C'était plus qu'une ambition, c'était un objectif de vie. Mais cette résistance, aussi silencieuse soit-elle, eut un prix. La vie de Magdalena devint un enfer quotidien. Son domicile se transforma en prison. César imposait des règles toujours plus absurdes, plus strictes, rendant chaque jour plus étouffant que le précédent. Au printemps 2014, épuisée par la pression psychologique et la manipulation constante, Magdalena dut se résoudre, une nouvelle fois, à suspendre ses études. Sous l'influence de César, elle coupa les ponts avec ses amis, mit de la distance avec ses proches. Elle ne sortait presque plus, ne rendait plus visite à ses parents. Maria et Diego Romero, ses parents, commencèrent à s'inquiéter. Leur fille, autrefois si présente, manqua une fête de famille. Une première. Son excuse, trop de tâches ménagères. Une réponse vague, qui laissait un malaise inexplicable. Un mois plus tard, elle ne se présenta ni pour l'anniversaire de sa grand-mère, ni pour celui de mariage de ses parents. Lors de leurs rares appels téléphoniques, Magdalena semblait absente, distante. Ses réponses étaient brèves, précautionneuses, comme si quelqu'un écoutait à proximité. La jeune femme vive, rieuse, rayonnante s'était muée en une ombre d'elle-même, enfermée dans un silence qui en disait long. Elle refusait désormais toute visite. Chaque tentative de passer la voir se soldait par une excuse. Puis, un jour, son frère aîné Raoul décida de se présenter à l'improviste. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. Magdalena n'était plus que l'ombre d'elle-même. Amaigrie, le regard vide, tendu au moindre bruit. Son visage portait les traces d'un mal invisible. Elle semblait terrorisée, comme si elle vivait dans la peur permanente. Raoul comprit alors l'ampleur du cauchemar. César avait confisqué son téléphone, ne lui permettant d'appeler que lorsqu'il était présent. Elle n'avait plus de liberté, plus de voix, plus de vie propre. Et devant leurs propres enfants, ils commençaient à se montrer agressifs. La violence, longtemps contenue entre quatre murs, se déployait désormais sous les regards innocents de leur fils. Raoul proposa à sa sœur de l'emmener immédiatement chez leurs parents. Mais Magdalena, brisée, hésitante, refusa. Elle affirma qu'elle allait gérer la situation seule. Elle semblait encore prise dans l'illusion qu'elle pouvait apaiser la tempête. Pourtant, Raoul ne put rester silencieux. Il raconta à leurs parents tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il soupçonnait. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour la sortir de là. Mais même cela semblait presque impossible. César était partout. Il ne la quittait jamais, la traitait comme une propriété privée, un objet qu'il refusait de laisser partir. Puis, en août 2014, un nouveau déferlement de violence se produisit. Cette fois, Magdalena atteignit ses limites. Elle attendit patiemment que César quitte la maison pour une course. Et alors, dans un acte de courage désespéré, elle prit contact en secret avec Raoul. Elle lui demanda de venir la chercher. Elle ne prit que le strict et nécessaire, quelques effets personnels, des documents importants, ses 2 fils. Pour éviter d'être vue par la mère de César qui vivait avec eux et avait toujours fermé les yeux sur les abus, elle passa par la porte arrière. Raoul vint aussitôt. Il l'accueillit, elle et ses enfants, et les emmena en sécurité, dans la maison familiale. Le soulagement fut immense, mais de courte durée. Sans surprise, César explosa de rage en découvrant la fuite. Aveuglé par sa colère, il se précipita au domicile de ses beaux-parents pour réclamer sa femme et ses enfants. Mais cette fois, il trouva face à lui une muraille. Le père de Magdalena, Diego, et ses frères bloquaient l'entrée, fermes,
déterminés à ne plus jamais le laisser lui faire du mal. Ils lui ont dit de partir immédiatement, sous peine d'appeler les services d'urgence. Face à cette fermeté inattendue, César s'est retiré, mais la menace qu'il représentait n'avait pas disparu. Les mois qui suivirent ressemblèrent à un cauchemar éveillé. Magdalena, désormais réfugiée chez ses parents, ne sortait plus qu'en compagnie de son père ou de l'un de ses frères. Une vigilance constante s'était installée, car tous craignaient que César tente d'enlever les enfants, ou pire, Magdalena elle-même. Animée par la peur mais aussi par la volonté de protéger ses fils, Magdalena fit appel aux autorités locales. Elle demanda officiellement à bénéficier d'une protection contre le harcèlement de son ancien compagnon. Pourtant, la réponse fut glaçante. Les forces de l'ordre estimèrent qu'il n'y avait aucun danger immédiat, qu'il ne s'agissait pas d'une urgence. Sa demande fut rejetée sans autre forme de procès. La solitude et l'injustice redoublèrent le sentiment d'impuissance. Un mois après avoir fui le domicile conjugal, Magdalena décida de passer à l'étape suivante, déposer une demande officielle de divorce. C'est alors que César changea radicalement de stratégie. Terminer les cris, les menaces. Il revint vers elle avec un visage faussement repentant. Il se mit à la supplier, lui jurant qu'il avait changé, qu'il ne recommencerait jamais, qu'il l'aimait encore. Il voulait qu'elle lui accorde une seconde chance. Mais Magdalena connaissait trop bien cet homme. Elle savait que ces mots doux n'étaient qu'une nouvelle manipulation. Elle ne tomba pas dans le piège. Quand il comprit que la persuasion douce n'aurait aucun effet, César révéla à nouveau son vrai visage. Menaces, intimidations, pressions émotionnelles. Il recommença à la harceler, à tenter de l'effrayer. Magdalena vivait dans une alerte permanente. Elle regardait constamment derrière elle, craignant de le voir surgir à tout moment. Elle se rendit 2 fois de plus au commissariat, espérant obtenir enfin une ordonnance de protection. En vain. Les policiers refusèrent une nouvelle fois, répétant qu'aucun danger concret n'était avéré. Ce déni de justice laissa Magdalena encore plus vulnérable. Finalement, au début de l'année 2015, le divorce fut prononcé. La justice accorda la garde des 2 enfants à Magdalena, tandis que César obtenait des droits de visite, incluant les week-ends et certains jours fériés. Pour un temps, la tension sembla s'apaiser. César cessa de l'appeler, ne fit plus d'esclandre. Il paraissait s'être résigné. Magdalena put enfin respirer à nouveau. Elle reprit ses études là où elle les avait laissées. Cette fois, rien ne viendrait l'arrêter. Elle termina son cursus et obtint brillamment son diplôme. Peu après, elle décrocha un poste dans une clinique privée spécialisée en nutrition. C'était le début d'une nouvelle vie. Entourée de ses proches, elle retrouvait goût à l'existence. Elle travaillait dans le domaine qu'elle aimait, gagnait sa vie correctement, et se projetait enfin vers l'avenir avec espoir. Près de 3 ans passèrent ainsi. 3 années durant lesquelles César ne tenta plus de s'immiscer dans sa vie. Il respectait les horaires de garde fixés par le tribunal. Quand il fallait aller chercher ou déposer les enfants, Magdalena se faisait systématiquement accompagner par son père ou un de ses frères. Jamais seule. Même s'il essayait d'avoir l'air cordial, elle ne s'y trompait pas. Dans son cœur, elle savait qu'elle ne serait jamais en sécurité en présence de cet homme. Les années vécues sous son toit avaient laissé des traces indélébiles. L'humiliation, les coups, la peur, les nuits d'angoisse. Rien de cela ne pouvait s'effacer. Elle avait survécu, mais elle n'avait pas oublié. Le 13 janvier 2018, les 2 enfants passaient le week-end chez leur père, comme le prévoyait l'accord de garde. Ce jour-là, toute la famille Romero devait assister à une messe en mémoire d'un parent récemment décédé. Magdalena prévint sa mère qu'elle arriverait en retard. César refusait de conduire les garçons à l'église, elle irait donc les chercher elle-même. Ils convinrent d'un point de rencontre, un parc non loin du domicile de César. Magdalena s'y rendit, ponctuelle. Elle attendit, seule, pendant plus de 30 minutes. Puis César l'appela. Il prétendit qu'une urgence l'avait obligé à s'absenter, et que les enfants étaient restés chez sa mère. Mais cette dernière était malade et ne pouvait les amener au parc. Sans autre solution, Magdalena décida de se rendre elle-même au domicile de son ex-belle-mère pour récupérer ses fils. En chemin, elle appela sa mère pour l'informer du changement de plan. Elle lui promit qu'elle serait à l'église dans une demi-heure, avec les enfants. C'est la dernière fois que Maria Romero entendit la voix de sa fille. Magdalena ne se présenta jamais à la cérémonie. Son téléphone sonna plusieurs fois sans réponse, avant d'être complètement éteint. L'inquiétude s'installa comme une lame glacée dans le cœur de Maria et Diego Romero. Ils commencèrent à appeler leurs proches, les amis de Magdalena, espérant trouver quelqu'un qui l'aurait vue, mais personne ne savait où elle était. Personne ne l'avait revue depuis cet appel. Une inquiétude grandissante se transforma, au fil des minutes, en une peur viscérale. Car tous savaient, au fond, que quelque chose de terrible était en train de se produire. Les appels répétés, les messages laissés, les tentatives pour joindre César, rien n'y faisait. Toutes les pistes menaient à une impasse. La panique gagnait peu à peu les Romero.
Cette nuit-là, accablés par l'angoisse, Maria et Diego se rendirent au poste de police pour déclarer la disparition de leur fille. Mais au lieu d'un accueil empathique, ils furent confrontés à un mur d'indifférence. Les officiers leur rappelèrent froidement que Magdalena était une adulte, libre de ses mouvements, et qu'il n'était pas nécessaire de s'alarmer pour quelques heures de silence. Le lendemain, Maria retourna au commissariat, espérant cette fois être prise au sérieux. Mais la réponse fut la même. Aucune enquête ne serait ouverte. Les forces de l'ordre ne voyaient toujours aucun motif valable pour lancer une recherche officielle. Face à cette inertie glaçante, les Romero comprirent qu'ils devraient agir seuls. Alors, ils activèrent tout leur réseau. La famille, les amis, les voisins, tous furent mobilisés pour retrouver Magdalena. Des photos d'elle et de ses enfants inondèrent les réseaux sociaux. Des appels à témoins furent partagés massivement. Chaque poteau, chaque mur de la ville fut recouvert d'affiches portant son visage et celui de ses petits garçons. Puis Maria et Diego se rendirent une nouvelle fois au domicile de César. Ils espéraient des réponses. Mais il leur ferma la porte au nez. Il afficha une mine inquiète, prétendant ne rien savoir. Il affirma que Magdalena avait quitté la maison avec les enfants et qu'elle lui avait dit vouloir rendre visite à une connaissance. Une version qui contredisait totalement ce que Magdalena avait dit à sa mère, elle allait chercher ses filles chez son ex-mari pour ensuite les emmener à l'église. Aucun doute possible. César mentait. Et les Romero le savaient. Ils retournèrent au commissariat, armés de cette incohérence, espérant cette fois que les autorités interviendraient. Mais les policiers, encore une fois, refusèrent d'agir. Aucune fouille ne serait autorisée. Aucun interrogatoire ne serait mené. Officiellement, rien ne justifiait une intervention. L'indignation des Romero se transforma en désespoir. Mais ils refusèrent d'abandonner. Pendant plus d'une semaine, Maria et Diego poursuivirent leurs recherches sans relâche. Et tandis que la peur les dévorait, ils décidèrent de hausser le ton. Ils organisèrent des manifestations publiques, alertèrent les médias locaux, dénoncèrent l'inaction des autorités. Peu à peu, le silence céda la place à l'écho de la mobilisation. Des citoyens se joignirent à leur lutte. Et c'est alors qu'une lueur d'espoir surgit, un voisin de César contacta la police. Il affirma avoir vu les enfants chez leur père. Puis d'autres témoignages émergèrent. Plusieurs personnes confirmèrent avoir vu Magdalena entrer dans la maison de César le jour de sa disparition. Mais personne, absolument personne, ne l'avait vu en ressortir. Devant la pression grandissante de l'opinion publique, les autorités furent enfin contraintes de réagir. Le 22 janvier 2018, un mandat de perquisition fut enfin délivré. Ce que les enquêteurs découvrirent dans la maison de César Arga fut si abominable que même les plus expérimentés d'entre eux furent bouleversés. Dans plusieurs pièces du domicile, ils trouvèrent les restes de Magdalena dans des conditions atroces. Certaines parties de son corps avaient été conservées dans un congélateur. D'autres, cuisaient encore dans des casseroles. Des organes internes avaient été placés sur un grill, comme si quelqu'un avait tenté de les faire rôtir. La scène était insoutenable. Un véritable cauchemar. Une vision de l'horreur pure, qui dépassait l'entendement. Ni César, ni sa mère, Sylvia Arga, qui vivait sous le même toit, n'avaient tenté de dissimuler les preuves. Ils ne s'attendaient pas à la venue des enquêteurs. Rien n'avait été nettoyé. Rien n'avait été effacé. Les autorités appelèrent immédiatement Maria et Diego Romero pour procéder à l'identification. Ce fut un moment d'une douleur inhumaine. Le corps de leur fille, méconnaissable, mutilé, les plongea dans un état de sidération. Maria, terrassée par le choc, s'effondra. Elle dut être transportée d'urgence à l'hôpital. Le rapport médico-légal révéla ensuite une vérité encore plus glaçante. Magdalena avait été battue avec une extrême violence. Elle avait subi un passage à tabac brutal, prolongé. La cause de sa mort fut identifiée comme une asphyxie mécanique. Elle avait été étranglée à main nue. Mais le détail le plus insupportable fut révélé plus tard. Les deux fils de Magdalena, âgés de seulement 6 et 4 ans et demi, se trouvaient dans la maison pendant toute la durée de l'agression. Ils avaient tout vu. Ils avaient assisté, impuissants, à l'attaque bestiale de leur mère. Leur regard d'enfant avait été le témoin de l'impensable. Ces deux innocents, à jamais marqués, allaient devenir des témoins clés dans le procès à venir. Trop jeunes pour comprendre toute l'horreur, mais assez lucides pour relater les faits. Plus tard, lors de son audition, le fils aîné dira simplement « J'ai vu papa frapper maman ». Une phrase simple, mais qui résonnait comme un cri. Un cri d'enfance brisée. Un cri que la justice ne pouvait plus ignorer. Il a raconté que son père avait étranglé sa mère alors qu'elle hurlait et tentait désespérément de fuir. Il se souvenait, avec une clarté glaçante, de la manière dont César l'avait traîné de force jusque dans la cuisine, tandis que leur grand-mère, Doña Silvia, bloquait l'entrée pour les empêcher de voir ce qui se passait. Mais l'aîné, malgré la peur, n'avait pas obéi. Il avait jeté un coup d'œil dans la pièce,
et ce qu'il y vit allait hanter ses nuits à jamais. Ce qu'il aperçut fut inimaginable, son père, penché au-dessus du corps de sa mère, en train de l'achever, de la briser définitivement. C'est ce témoignage qui identifia immédiatement César Gómez Arca comme le principal suspect. Pourtant, lorsque les forces de l'ordre arrivèrent au domicile, il était déjà trop tard. Seule Sylvia Arca et les 2 enfants se trouvaient sur place. César avait mystérieusement disparu, quelques heures seulement avant la perquisition. Comme s'il avait su que la police allait venir. Il avait réuni tout l'argent liquide disponible, et s'était volatilisé. Le jour même, Doña Silvia fut arrêtée et placée en détention provisoire. Face aux enquêteurs, elle se montra d'un calme effrayant. Aucun remords. Aucune compassion. Elle ne chercha même pas à nier son implication dans l'affaire. Depuis toujours, elle avait défendu son fils, fermé les yeux sur ses abus, ignoré les cris de détresse de Magdalena. L'enquête révéla qu'elle n'avait pas participé physiquement au meurtre, mais qu'elle en connaissait parfaitement les intentions. Pire encore, elle avait contribué à piéger Magdalena, l'attirant sciemment dans cette maison pour qu'elle y rencontre son destin. Ensuite, elle avait aidé à démembrer le corps, et à faire disparaître les preuves. Mais ce que découvrirent les enquêteurs dépassait l'imaginable. Certains restes de la victime avaient été cuisinés dans un ragoût épais, tandis que d'autres organes avaient été disposés sur un grill, comme pour être rôtis. Lorsque Sylvia fut interrogée sur ce point, elle ne donna aucune explication cohérente. 2 hypothèses émergèrent. La première, que les restes avaient été destinés à leurs 5 chiens de garde. La seconde, bien plus sinistre, laissait entendre qu'ils auraient pu envisager de les servir dans leur établissement alimentaire. Durant le procès, ce furent les propres petits-fils de Sylvia qui témoignèrent contre elle. Ces enfants, marqués à jamais, avaient vu l'horreur de leurs propres yeux. Le plus grand raconta ce qu'il avait vu en cuisine, des mains en train de bouillir dans une marmite, et la tête de sa mère enfermée dans le congélateur. Ces images terrifiantes, ancrées dans leur mémoire, exigèrent des années de thérapie pour commencer à guérir. Les cauchemars les hantaient, nuit après nuit. En novembre 2019, le verdict tomba. Sylvia Arca fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle fut condamnée à 40 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. À son âge, cette peine équivalait à une réclusion à vie. Et pourtant, jusqu'au dernier instant, elle ne formula jamais la moindre excuse, la moindre trace de regret. Pendant ce temps, une chasse à l'homme d'envergure nationale fut lancée pour retrouver César. Malgré les efforts conjoints de la police fédérale, des autorités locales et même d'Interpol, aucune trace de lui. Il semblait s'être évaporé. Sa mère, lorsqu'elle fut interrogée, affirma ne rien savoir de sa fuite. Mais au fil de l'enquête, de nouveaux éléments surgirent. Magdalena avait demandé à plusieurs reprises une ordonnance de protection, alertant les autorités sur le danger qu'elle courait. Malheureusement, ces appels avaient été ignorés. Des manifestations éclatèrent à travers le pays. Des protestations massives dénoncèrent l'inaction de la justice. Les médias relayèrent l'affaire, les visages de Magdalena et de ses fils furent affichés partout, symbole d'une tragédie évitable. Pendant plus de 4 ans, la traque continua, au Mexique et à l'international. Mais aucune piste ne menait à César. Puis, en juillet 2022, un événement inattendu survint. Dans un bar de Tijuana, une rixe éclata entre 2 clients ivres. Tous 2 furent arrêtés. L'un d'eux donna un faux nom, Massimo Herrera Garcia. Mais au poste, ses empreintes digitales révélèrent sa véritable identité, César Gómez Arca. Il vivait depuis des années sous une fausse identité, évitant la capture, jusqu'à ce que l'alcool et son tempérament violent le trahissent. Une fois identifié, il fut immédiatement transféré vers sa ville d'origine pour y être jugé. Pourtant, il tenta de retarder les procédures, changeant sans cesse d'avocat, multipliant les reports. Le procès ne débuta qu'à l'automne 2023. Et là encore, les témoins principaux furent les fils de Magdalena. Mais cette fois, ils étaient plus âgés, plus solides. Et ils étaient prêts à faire entendre leur voix. Pour leur mère. Pour la vérité. Pour que justice soit enfin rendue. Lors du procès, les 2 fils de Magdalena prirent la parole. Cette fois, leur voix ne tremblait plus. Ils étaient capables d'exprimer, avec clarté et une maturité bouleversante, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu. Ils témoignèrent contre leur propre père, révélant les détails atroces de cette journée où leur monde s'était effondré. Leurs récits furent cruciaux. Face à eux, César ne pouvait plus fuir. En novembre 2023, le verdict tomba. César Gómez Arca fut reconnu coupable du meurtre prémédité et d'une cruauté inouïe à l'encontre de son ex-épouse. La Cour qualifia officiellement le crime de féminicide, un acte motivé par la haine, la domination, et un profond désir de vengeance nourri durant des années après leur séparation. Son obsession, son refus de perdre le contrôle, l'avait conduit à planifier et exécuter un crime barbare, irréparable. La sentence fut sans appel,
55 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle. Une condamnation lourde, à la hauteur de l'atrocité du geste. Un enfermement définitif pour un homme qui avait privé 2 enfants de leur mère et qui avait fait de leur foyer un théâtre de l'horreur. Les fils de Magdalena furent confiés à leurs grands-parents maternels, Maria et Diego Romero. Ces derniers, dont le courage, la ténacité et l'amour inébranlable avaient permis que justice soit enfin rendue, devinrent les nouveaux piliers de ces enfants brisés. Eux qui s'étaient battus jour et nuit, refusant de laisser le silence enterrer la vérité, pouvaient désormais se consacrer à la reconstruction de ce qui pouvait encore être sauvé. Grâce à eux, la mémoire de Magdalena vivra à travers la justice et la vérité.